Alors nous allons continuer avec donc voilà une autre intervention sur la mobilité et la transition professionnelle, qui va s'intéresser davantage aux mesures d'accompagnement donc à la transition professionnelle, donc rupture conventionnelle, accompagnement des agents également dont l'emploi est supprimé. Alors, en attendant le câble, donc c'est Cathy D'Agostino, donc qui est avocate spécialiste en droit public, qui est responsable d'un pôle droit public dans un cabinet d'avocats, qui va intervenir sur cette thématique et qui est également une collègue de Pauline Delantaigne. Voilà, je la laisse débuter. On va débuter. Le schéma explicatif en couleur arrivera en cours de route, mais on peut avancer ça. Alors, les mesures d'accompagnement à la transition professionnelle, donc, ce sont des outils de mise en œuvre du chapitre de la réforme de la fonction publique et qui vise à favoriser la mobilité. Favoriser la mobilité, c'est au sens de l'étude d'impact et de l'exposé des motifs de la loi, favoriser la fluidité des carrières publiques, ça veut dire entre les trois fonctions publiques, mais ça veut aussi dire favoriser la fluidité du public vers le privé dans le cadre d'organisation de suppression de postes. Alors ces mesures d'accompagnement à la transition professionnelle, elles sont de deux ordres qui se distinguent selon que l'on est dans un cas de restructuration de service. Et les mesures liées à la restructuration du service sont les dispositifs d'accompagnement de l'emploi dont l'agent est supprimé. On le verra, qui s'appliquent à la fonction publique d'État. Et l'instauration d'un mécanisme issu du droit du travail qui est la rupture conventionnelle. Cette modalité de rupture avec l'administration étant applicable, on va le voir, aux trois fonctions publiques, mais à condition que l'on ne soit pas dans un cas de restructuration globale de service. D'accord ? Donc, la rupture conventionnelle, alors pour ceux qui n'ont peut-être pas fait de droit du travail, je vais quand même vous en donner tout de suite la définition. Donc la rupture conventionnelle, c'est la situation où l'employeur et le salarié conviennent d'un commun accord des conditions de la rupture d'un contrat de travail. C'est la définition du Code du travail. Alors, la rupture conventionnelle, dans le droit du travail, elle a été introduite par la loi de modernisation du marché du travail qui date du 25 juin 2008 et elle a assez vite connu un vif succès. Mettant fin à de nombreuses procédures qui auparavant passaient par un licenciement, quitte à ce qu'il soit, au sens du droit du travail, sans cause réelle et sérieuse. Et face à un vif succès dans le secteur privé de la procédure de rupture conventionnelle, très vite, de nombreuses questions parlementaires sont remontées pour solliciter son application dans la fonction publique. Parce que c'est un outil qui permet de mettre un terme à un certain nombre de situations qui sont figées. J'en reparlerai peut-être après, on les connaît bien dans nos cabinets. Et en fait, dû au fait que les modalités de rupture de contrat, que ce soit pour les contractuels ou les modalités de départ des fonctionnaires, sont dans un certain nombre de situations trop limitées et donc pas mobilisables. Alors, pour rappel, les modalités de cessation définitive de fonction qui entraînent donc pour les fonctionnaires publics la radiation des cadres et la perte de qualité de fonctionnaires sont définies à l'article 24 de la loi, donc la loi portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 13 juillet 1983. Ces cas, ils sont de 4 ordres. C'est l'admission à la retraite, si on en remplit les conditions, la démission du fonctionnaire acceptée par l'administration, le licenciement. Mais le licenciement dans la fonction publique ne peut intervenir que dans des cas spécifiques. Sont concernés les cas d'insuffisance professionnelle, les refus de poste, donc un fonctionnaire qui refuserait trois postes successifs qui correspondent à son grade, mais seulement dans certains cas,
Donc, motif de licenciement restreint dans la fonction publique, en cas d'insuffisance professionnelle, en cas de refus, en cas de refus de poste, refus de 3 postes, après une mise en disponibilité, sans motif valable lié restrictivement à un état de santé, également après un congé de maladie ordinaire, congé longue maladie, congé longue durée, d'inaptitude définitive aux fonctions, d'un fonctionnaire qui n'a pas le droit à pension de retraite d'invalidité, ou encore dans la fonction publique territoriale, on a des cas limités qui correspondent au cas d'absence d'emploi vacant correspondant au grade de l'agent à l'issue d'un détachement sur un emploi fonctionnel, donc un poste par exemple de directeur général des services, après 2 refus d'offre d'emploi par un fonctionnaire qui est pris en charge par le CNFPT ou le centre de gestion après suppression de son poste, ou après 3 refus d'offre d'emploi pour un fonctionnaire pris en charge par le CNFPT ou le centre de gestion pour un autre motif. C'est assez long et lourd à mettre en œuvre. Concrètement, le cas de licenciement du fonctionnaire, dans ces hypothèses, prend largement plusieurs années à mettre en place, et pendant ces années, le fonctionnaire est rémunéré, donc ça a un coût très très important, notamment en matière de fonction publique territoriale. Et le dernier cas, c'est le motif disciplinaire, c'est la révocation. S'agissant des contractuels, on avait 2 modalités de cessation définitive des fonctions, qui étaient la démission et le licenciement. Alors, face à ces demandes nombreuses via des questions parlementaires, le gouvernement a toujours refusé à faire droit à cette rupture conventionnelle, et dans les motivations des réponses aux questions parlementaires, le motif était essentiellement la protection des deniers publics. Mais pour renforcer la position du gouvernement, le Conseil d'État, qui a été saisi par la Fédération nationale des associations régionales des OPH, a conforté cette position gouvernementale en posant le principe du caractère d'ordre public des règles statutaires applicables aux agents publics, excluant donc tout accord négocié avec un employeur pour mettre fin à un emploi public. Alors ça, c'est un arrêt du Conseil d'État du 14 juin 2004, Fédération nationale des associations régionales d'OPHLM, qui avait encore été confirmé en début d'année dernière, puisqu'on avait encore un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon au mois de février 2019, qui se plaçait toujours dans ce principe de caractère d'ordre public des règles statutaires applicables aux agents publics. Alors, dans ce contexte de caractère réglementaire, il n'y avait malgré tout pas une totale impossibilité de recourir à un départ négocié dans la fonction publique. Dans nos cabinets, on connaît bien la procédure de la transaction, et le Conseil d'État avait aussi admis de manière expresse dans un arrêt du 5 juin 2019 la possibilité, dans le cadre d'un contentieux qui avait admis à la retraite pour invalidité non imputable au service un agent, la possibilité de transiger. Donc on est dans une situation de blocage d'agents qui, par malaise dans leurs fonctions, en pratique, nous on le voit, congé maladie, congé longue maladie, congé longue durée, puis on épuise les droits, puis on n'a pas l'âge d'admission à la retraite, et là on est bloqué. Et on est bloqué, et finalement on fait une rupture qui n'est pas carrée juridiquement, qui est contestée au contentieux, et on a, au sens de l'article L423.1 du Code des relations entre le public et l'administration, la possibilité, puisqu'un contentieux est né, de transiger et de résoudre le problème par une indemnité, en fait, qui se substitue à cette procédure de rupture. Et c'est souvent ce procédé qui est utilisé, en tout cas de ce que nous on voit à partir du moment où on arrive à un stade de blocage avec les agents. La deuxième porte de sortie qui existait également depuis la loi de 2008, c'est le fait que le fonctionnaire démissionnant pouvait bénéficier d'une indemnité de départ volontaire
Dans 2 cas, dans les cas de restructuration de services, donc ça correspondra au deuxième point qu'on évoquera, ou de départ définitif de la fonction publique, mais dans un cas qui consistait à mettre à bien un projet personnel. Alors, cette indemnité de départ volontaire, elle était fixée dans son montant. Donc, c'est le double de la rémunération annuelle brute perçue par l'agent, au maximum. Et on le verra, c'est le cas à chaque fois, quand on fixe une indemnité pour partir de la fonction publique, pour éviter d'avoir payé un agent qui revient tout de suite. Si dans les 5 ans suivant sa démission, l'agent était recruté de nouveau en tant que fonctionnaire titulaire ou agent contractuel de la fonction publique, quelle que soit l'une des 3 fonctions publiques, il avait une obligation de remboursement. Voilà. Histoire de ne pas contourner les dispositions. Donc en fait, 2 modalités, mais quand même un principe statutaire. Et en fait, cette rupture conventionnelle instituée dans la fonction publique par la loi prend le contre-pied, vous l'avez compris, du principe que vous connaissez sans doute bien si vous avez déjà fait droit de la fonction publique, selon lequel le fonctionnaire est vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire, et le contractuel, lui, dans une situation légale et réglementaire. Alors, évidemment, ce n'est pas sans répondre. D'abord, moi, je pense aux aspirations des générations nouvelles, qui, pas plus que dans le secteur privé, ne se voient forcément au même endroit pendant toute leur carrière. Au fait que, il faut bien l'avouer, le statut de la fonction publique n'offre pas forcément des perspectives fantastiques, et que d'autres attraits existent dans le secteur privé, et puis de nouvelles attentes, de nouvelles générations vers des parcours professionnels qui, s'ils resteraient dans la fonction publique, en tout cas, ont envie d'être diversifiés. L'envie de pouvoir travailler dans une administration d'État, puis après aller dans la fonction publique territoriale, dans la fonction publique hospitalière, et c'est aussi tout l'intérêt de ces dispositions. Alors, la rupture conventionnelle est instituée par l'article 72 de la loi du 6 août 2019. Elle est très largement inspirée de la procédure de rupture conventionnelle introduite en droit du travail par la loi de 2008. Elle est applicable dans les 3 fonctions publiques, aux agents contractuels, aux fonctionnaires des 3 fonctions publiques, mais également, ne les oublions pas, les ouvriers des établissements industriels de l'État, sachant que, s'agissant des fonctionnaires, le dispositif est instauré seulement à titre expérimental, donc jusqu'au 31 décembre 2025. Alors, que veut dire ce cadre expérimental ? Ça veut dire qu'il y aura une évaluation qui sera faite de la mise en œuvre du dispositif, qui sera présentée au Parlement 1 an avant l'échéance, donc avant le 31 décembre 2024. Et cette évaluation va détailler le nombre de fonctionnaires qui auront été concernés et surtout le coût global de la mesure qu'aujourd'hui on ne sait pas évaluer, que l'étude d'impact de la loi n'a pas permis d'évaluer précisément. Donc on verra si le processus est intéressant à maintenir ou pas. Donc disposition provisoire de la loi pour les fonctionnaires. S'agissant encore du cadre d'application, il faut préciser que l'application de la rupture conventionnelle est exclue dans certains cas. Pour les fonctionnaires, elle est exclue dans le cas des fonctionnaires stagiaires. Forcément, ils ne sont pas encore titularisés et la rupture conventionnelle a pour conséquence la radiation du fonctionnaire de son corps. Donc il peut être radié que s'il est titularisé. Les fonctionnaires qui sont détachés en qualité d'agents contractuels, puisqu'ils sont placés hors de leur corps d'origine. Les fonctionnaires qui ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite, donc ils ne sont plus concernés par le dispositif. Et également les agents qui n'ont pas accompli la totalité de la durée de service qui est prévue dans leur engagement de servir l'État qu'ils ont signé à l'issue de leur période de formation. On va penser par exemple aux énarques. Pour les agents contractuels qui sont recrutés par un contrat de droit public à durée indéterminée, la procédure ne s'appliquera pas non plus pendant la période d'essai, c'est un peu logique, sinon ça donne plus de sens à la période d'essai.
En cas de licenciement ou de démission, également les agents qui ont atteint l'âge d'admission à la retraite et aux fonctionnaires qui sont détachés en qualité d'agents contractuels. Alors il faut avoir en tête que la rupture conventionnelle, c'est un mécanisme de cessation définitive des fonctions, donc qui implique l'accord du fonctionnaire ou de l'agent public et de l'administration sur les conditions de départ. Pour les fonctionnaires, elle entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. Ce n'est un droit pour aucune des parties. C'est-à-dire que la rupture conventionnelle ne peut être imposée ni à l'administration ni à l'agent, et l'agent ne peut pas revendiquer un droit à la rupture conventionnelle. Alors évidemment, le point clé de la rupture conventionnelle, ce sera plutôt le consentement de l'agent que le consentement de l'administration. Je crois que Joanne, tu avais cité les décrets et les textes d'application de la loi du 6 août. Donc on est concerné par un décret du 31 décembre 2019 et donc 2 décrets, puisqu'il y a un décret qui porte sur la procédure de rupture conventionnelle et un autre décret distinct porte sur la fixation du montant de l'indemnité. Récemment, un arrêté du 6 février 2020 est venu fixer les modèles obligatoires de convention de rupture conventionnelle. Donc ces modèles, vous les retrouverez facilement sur les sites des centres de gestion et en annexe de l'arrêté. Et a priori, selon la rédaction des textes, ils s'imposent. Alors la procédure de rupture conventionnelle, c'est là où je vous ai prévu un schéma en couleur. Voilà. Donc la procédure de rupture conventionnelle, elle peut être initiée soit par l'administration, pour mettre fin à des situations de blocage telles que j'ai pu les évoquer, soit à l'initiative du fonctionnaire, de l'agent public, de l'ouvrier de l'État ou, ne l'oublions pas, le praticien contractuel des hôpitaux ou de l'administration. Alors, cette procédure est initiée par une demande d'engagement de la procédure qui est remise par lettre recommandée ou avec accusé de réception ou en main propre contre attestation. Alors, pour le fonctionnaire ou l'agent, cette remise doit se faire, et c'est prévu par le texte, soit au directeur des ressources humaines, soit à l'autorité investie du pouvoir de nomination, donc dépendant selon le type de collectivité. À l'issue de cette demande d'engagement de la procédure, 2 choses peuvent se passer. Soit l'autre partie, l'administration ou l'agent, refuse purement et simplement, et ce refus, puisqu'il n'y a aucun droit, n'a pas à être motivé. Soit on débute la procédure par la mise en œuvre d'entretiens préalables. Alors, entretien au singulier ou au pluriel. Cet entretien préalable, vous avez vu, donc au moins 10 jours francs et au plus 1 mois après la réception de la lettre de demande, on organise un entretien. Alors cet entretien, il n'est pas exactement le même que dans le cadre d'une rupture conventionnelle en matière de droit social, parce qu'en matière de droit social, on le verra comme il y a une procédure d'homologation du projet. Pour surtout éviter toute homologation par le juge, on lui en dit le moins possible. Et donc, on n'écrit surtout pas, dans une convention de rupture conventionnelle en droit social, les motifs de la demande et les raisons du principe de la rupture. En droit de la fonction publique, le texte prévoit et le formulaire prévoit que l'on décrit le contexte et les motifs de la demande de rupture conventionnelle. Ce qui ne veut pas dire qu'on soit obligé de détailler énormément de choses. On peut aussi effectivement avoir à l'esprit, on le verra après, qu'on n'est pas dans le cadre d'une transaction. Donc la signature par les 2 parties de la rupture conventionnelle ne mettra pas fin à tout risque de contentieux. Dans ces conditions, évidemment, on va prendre les plus grandes précautions à ce qu'on va écrire à titre de motivation dans cette convention. La convention va fixer... La convention va fixer la date de cessation définitive des fonctions
évidemment, ce qui est le point important, le montant de l'indemnité qui est envisagé. Et puis, voilà, on va voir aussi dans les entretiens préalables, on va aussi expliquer à l'agent les conséquences de la cessation définitive des fonctions, donc on va revoir juste après. Alors, dans le cadre de cet entretien, qui est accepté, mais bon, imaginons le cas où le fonctionnaire n'en est pas à l'initiative, il est un peu coincé dans cette démarche, il accepte malgré tout, il a le droit de se faire assister. Mais il peut être conseillé de manière restrictive, soit par un conseiller qui est désigné par une organisation syndicale qui est représentative dans la collectivité ou l'établissement. Donc, par exemple, pour le cas d'une collectivité, un conseiller représentant syndical qui va siéger au comité syndical territorial, soit à défaut, s'il n'en existe pas, par un conseiller syndical de son choix. Par contre, il n'est pas prévu que, par exemple, un avocat puisse être présent à cet entretien. Donc, encore une spécificité du droit de la fonction publique. Il y a un seul cas où l'avocat sera admis, c'est le cas du praticien hospitalier recruté en CDI. Lui peut se faire assister par un conseiller de son choix de manière très large, donc l'avocat n'est pas interdit. Et autre paradoxe par rapport à ce qui peut se faire en droit du travail, c'est si le fonctionnaire, lui, peut être assisté donc, par un représentant syndical, en revanche, l'administration n'a pas le droit d'être assistée. Alors, il semble, à la lecture du déroulé des débats parlementaires, des commentaires qui ont pu être faits, que c'était une volonté insistante du gouvernement que l'employeur public ne soit pas représenté à cet entretien. À l'issue de cet entretien, il peut se passer deux choses, puisque, encore une fois, c'est une procédure qui doit être acceptée. Soit il n'y a pas d'accord entre les parties, et dans ce cas-là, l'agent poursuit ses fonctions, soit il y a un accord, et cet accord va donc être matérialisé par une convention signée entre les parties. Alors, il y a un délai de réflexion qui est également de 15 jours francs après le dernier entretien. Je ne reviens pas sur la notion de jours francs, ça vous parle. Et quelque chose qui n'est pas expressément écrit quand vous lirez les décrets, mais que, à mon sens, il ne faut pas oublier, si on est dans le cas de la fonction publique territoriale, il y a lieu d'obtenir une délibération préalable de l'organe délibérant. Parce que la convention, elle engage les finances de la collectivité, donc elle relève de la compétence de l'organe délibérant, donc la collectivité territoriale ou de l'établissement public, et elle nécessite aussi possiblement la mise à jour du tableau des effectifs. Donc sur ces deux angles, il apparaît qu'il y a nécessité d'avoir une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public. À cet égard, je pense que l'avis est partagé, puisque de nombreux centres de gestion ont déjà édicté le modèle de délibération qui pourra être pris. Donc ce modèle de délibération, vous le trouverez également disponible sur les sites des centres de gestion. Donc la délibération, classiquement, elle va approuver le montant de l'indemnité spécifique, fixer la date de sortie, la date de radiation des cadres, et donner donc mandat à l'exécutif, si c'est une commune, au maire, pour signer la convention qui aura été convenue à l'issue des entretiens avec l'agent. À l'issue de ce délai, chacune des parties dispose encore d'un droit de rétractation qui commence à courir un jour franc après la date de la signature pour un délai de 15 jours. Et cette rétractation, si elle est mise en œuvre, elle devra être exercée de la même manière que pour déclencher la procédure, par LRAR ou par remise en main propre contre récépissé. En revanche, à la différence de ce qui se fait en matière du droit du travail, où la rupture conventionnelle doit être homologuée par la directe, donc de manière expresse ou tacite, dans un délai de 15 jours suivant l'expiration du droit de rétractation. En matière de droit de la fonction publique, l'homologation de la rupture conventionnelle a été rejetée
et elle a été rejetée essentiellement en pensant aux collectivités et considérant que la Directe, qui est une administration d'État, viendrait intervenir dans le principe de libre administration des collectivités territoriales. Donc ça a été écarté pour ce motif-là pendant les débats parlementaires. Alors, une fois que la cessation de fonction a été convenue, donc on a une indemnité de rupture conventionnelle qui est encadrée par un minimum et un maximum par les textes. Alors le minimum, c'est elle ne peut pas être inférieure à 1/4 de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les 10 premières années, puis 2/5 entre 10 et 15 ans, puis un demi-mois de rémunération entre 15 et 20 ans, puis 3/5 jusqu'à la 25e année, le tout faisant que, globalement, le montant de l'indemnité est capé à 1/12 de mois de rémunération annuelle brute par année d'ancienneté, dans la limite de 24 ans d'ancienneté. Donc la limite, c'est 24 mois de salaire. Alors, l'appréciation de cette indemnité, elle est assez large pour les fonctionnaires, puisqu'il est tenu compte de l'ensemble des durées de service effectuées dans les 3 fonctions publiques. Par contre, dans le cadre du licenciement d'un agent contractuel de droit public, l'appréciation de l'ancienneté, elle va être plus restrictive parce qu'on prend seulement en compte les durées de service effectifs effectuées pour le compte de la même collectivité territoriale ou l'un de ces établissements publics à caractère administratif oui, un caractère administratif. On a un sujet de doute, c'est qu'il n'est pas prévu dans les textes l'incidence des congés et des interruptions de contrat pour la prise en compte de l'ancienneté. Donc, on va, nous, en bon avocat, considérer que si ce n'est pas expressément interdit, c'est possible. Voilà, donc on prendra la version la plus favorable au début. On verra bien ce qu'en dira le juge. Mais là, il y a une zone de flou. Logiquement, il y a un certain nombre d'indemnités, mais je ne vais pas les détailler, qui sont exclues de la base de calcul. Faisant que, alors pour les contractuels, l'indemnité de rupture conventionnelle est plus intéressante que l'indemnité de licenciement, forcément. Et donc, s'agissant des agents contractuels, notamment de la fonction publique territoriale, il y aura intérêt, en tout cas, à essayer d'obtenir une rupture conventionnelle plutôt qu'un licenciement dans la fonction publique. Voilà. Il y a un régime fiscal à ne pas oublier, les indemnités de rupture conventionnelle, la même chose que le droit du travail. En fait, elle sera exonérée d'impôts sur le revenu, d'assiette CSG, CRDS, cotisations sociales dans une certaine limite. Ce qui est aussi d'intéressant, c'est, vous le voyez sur mon schéma, l'indemnité de rupture conventionnelle au bénéfice des agents publics est cumulable avec l'assurance chômage. C'est une disposition, c'est l'article 54-24-1 du Code du travail qui admet expressément les agents publics et les fonctionnaires au bénéfice de l'assurance chômage. Alors, c'est à noter parce que le principe de l'admission à l'assurance chômage, on a droit au chômage si on perd involontairement son emploi. Donc, en cas de faute de procédure disciplinaire, on n'est pas censé être admis au chômage. Donc là, la rupture conventionnelle, elle peut être initiée par l'agent, donc qui n'est pas involontairement privé de son emploi, puisqu'il a fait la démarche. Pour autant, il sera admis à l'assurance chômage. Alors, les conditions d'application de l'assurance chômage dans ce cas spécifique n'ont pas encore été précisées et on attend un décret sur le sujet. Aujourd'hui, il y a des circulaires de 2011 et de 2012 sur l'indemnisation chômage des agents publics. Globalement, il faut savoir que les collectivités assurent en principe directement la charge financière de l'indemnisation des agents qui sont privés de leur emploi. C'est le régime de l'auto-assurance. Donc ça n'empêche pas qu'on en délègue la gestion à Pôle emploi, mais en tout cas, Pôle emploi qui verse ses indemnités aux agents se fait rembourser par la collectivité. Donc on verra si on a des précisions spécifiques sur le régime d'assurance chômage dans le cadre de la rupture conventionnelle qui déroge à ce principe général.
On a enfin une clause de remboursement également qui existe pour les fonctionnaires d'État à l'issue d'une rupture conventionnelle. S'ils reviennent dans la fonction publique, dans le cadre d'un emploi à titre de fonctionnaire ou d'agent public dans les 6 années, ils ont une obligation de remboursement. Dans les collectivités territoriales, on a un même mécanisme. Et dans la fonction publique hospitalière, la clause de remboursement ne s'applique qu'à l'égard de l'établissement avec lequel le fonctionnaire avait convenu d'une rupture conventionnelle. C'est-à-dire que si l'agent est réembauché dans un autre établissement hospitalier autonome, il a le droit de garder l'indemnité de rupture conventionnelle. Alors, le point d'interrogation, c'est le contentieux de la rupture conventionnelle. Si on lit les textes, on ne voit pas grand-chose. Je l'ai dit, il n'y a pas de concession réciproque obligatoire, on n'est pas dans un cadre de transaction. Ça veut donc dire que, par principe, la rupture conventionnelle doit pouvoir donner lieu à une contestation devant le juge. En droit social, la rupture conventionnelle, il est largement jugé qu'elle doit garantir la liberté de consentement des parties. Donc, elle ne peut être imposée à aucune partie. Et de ce fait, est nulle une rupture conventionnelle en cas de vice du consentement, mais aussi s'il y a non-respect d'une des formalités qui est de nature à compromettre, à vicier l'intégrité du consentement du salarié. Alors, dans la jurisprudence de la Chambre sociale et des juridictions sociales, on vérifie que les parties soient mentalement aptes à signer une rupture conventionnelle. Et évidemment, ce n'est pas le cas si on a des certificats médicaux qui font état de facultés mentales altérées du salarié au moment de la procédure, ou si le salarié avait du mal à maîtriser ses émotions. En revanche, rien ne s'oppose à ce qu'un salarié qui soit en arrêt maladie, longue maladie, victime d'un accident du travail, en congé maternité ou en période de protection suivant son congé, signe une rupture conventionnelle. Mais on va vérifier qu'il a pour cela toutes ses capacités mentales. Alors évidemment, il n'y a pas de raison que toute cette jurisprudence qui s'est développée en droit social ne se développe pas dans le contentieux de la fonction publique. Et nous, on voit bien arriver les situations des fonctionnaires qui nous expliquent la répression, le harcèlement moral qui a mené à ce qu'on les a contraints à une rupture conventionnelle. Alors, en droit social, il est aussi établi que les parties ne peuvent pas renoncer dans la convention à leur droit de contester la rupture du contrat de travail et à contester la rupture conventionnelle. Ce n'est pas expressément repris dans les modèles qui ont été édictés par arrêté. On verra donc ce qu'en pense le juge. Et en droit social, il faut savoir que quand la transaction, donc quand la rupture transactionnelle et la rupture conventionnelle, est annulée, le juge considère qu'on est dans le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de réintégration du salarié, il y a juste une indemnité spécifique qui vient en fait se substituer à l'indemnité de rupture. Qui elle, est restituée. Donc, on verra la situation de la contestation. Notre premier sujet, ça va être le délai de recours. Alors, le délai de recours, il n'est pas écrit, il n'y a pas de mention dans les textes. Ce qu'on voit, par contre, c'est que dans les modèles obligatoires, on trouve le délai classique de recours de 2 mois. Alors, 2 mois, ça fait court si on dit qu'on a eu les facultés altérées au moment où on a discuté de cette rupture conventionnelle. Il faut savoir qu'en droit social, le délai est d'1 an. En fait, 12 mois à compter de l'homologation de la Convention, et que le juge écarte ce délai de prescription si on relève des fraudes ou des manœuvres qui ont eu pour finalité de ne pas permettre l'accomplissement de la prescription. En fait, on va essayer de voir si on a empêché un moment le salarié, en l'occurrence, de pouvoir se prévaloir de ce délai de recours. Donc en droit de la fonction publique, on a un délai de 2 mois qui est très court, et on verra ce qu'il faut en faire, puisque si effectivement on est dans des situations de personnel qui sont effectivement
subi des pressions de nature à être qualifiés de harcèlement moral pour accepter une telle rupture de leur contrat de travail, c'est vraisemblablement pas au bout de 2 mois que le fonctionnaire sera en état de faire prévaloir ses droits. Donc, voilà. Nous, au cabinet, on a vraiment eu une très très grosse interrogation, un très très gros doute sur ce délai de prescription de l'action dans ce cadre. Donc voilà ce qu'on connaît aujourd'hui du contour de la rupture conventionnelle dans la fonction publique. J'ai encore le temps. Un petit peu de temps. Alors le deuxième pan, il est un peu plus... il est un peu plus cadré. C'est le cas du dispositif d'accompagnement de l'agent dont l'emploi est supprimé. Mais là, on se place dans un cadre beaucoup plus restreint, puisque on va être dans un cas de restructuration de services dans la fonction publique d'État. Donc ça concerne l'État et ses établissements publics. C'est l'article 75 de la loi du 6 août 2019, un décret d'application du 23 décembre 2019 et un décret qui est attendu en Conseil d'État pour application au cadre de la fonction publique hospitalière et qui n'est pas encore publié. Alors, en fait, la loi a prévu un certain nombre de mesures pour faire face à la situation dont l'emploi est supprimé vers une nouvelle affectation de l'agent dans un emploi qui correspondrait à son grade, vers un autre corps ou un autre cadre d'emploi d'un niveau au moins équivalent. Alors, quelles sont ces mesures? Elles sont de 4 ordres. En fait, il y a une première mesure qui est un congé de transition professionnelle. L'objectif étant de permettre à l'agent dont l'emploi va être supprimé, dans le cadre d'une opération de restructuration qui aura été définie par un arrêté, de bénéficier d'une formation pour retrouver un autre emploi. Alors, les dispositifs ne sont pas encore trop cadrés, mais en tout cas, ce qui est prévu, c'est que les agents bénéficient, dans le cadre de ces opérations de restructuration et dans le cadre des arrêtés qui en découleront, d'une information sur les dispositifs qui seront prévus et d'un conseil sur leur projet professionnel, la réalisation, comme ça se fait dans le privé, d'un bilan de parcours professionnel et l'élaboration d'un projet professionnel au sein d'une administration ou vers le secteur privé, ainsi que des informations sur tenant compte de ces compétences, sur les postes qui seraient disponibles et à pourvoir dans le délai imparti dans le bassin d'emploi. Alors, le fonctionnaire, dans ce cadre, il a un accès prioritaire aux actions de formation qui peuvent être mises en œuvre, et si la formation est assurée par sa propre administration, il y en bénéficie de plein droit. Les actions de formation dont pourra bénéficier le fonctionnaire vont être cadrées pour l'instant. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des plafonds de financement qui pourront être prévus et fixés par arrêté ministériel et qui pourront cadrer le volume de formation qui pourront être accordés par les administrations. On connaît aussi le fait que ces parcours de formation accordés à l'agent devront être de 120 heures au minimum et sanctionnés par une certification professionnelle de bloc de compétences ou 70 heures au minimum s'il s'agit d'un parcours professionnel vers une création ou une reprise d'entreprise. Donc il y a un minimum de formation qui doit être assuré à l'agent. Le maximum attend les crédits budgétaires qui seront accordés. C'est assez souple parce qu'en fait le congé pourra être fractionné en mois, en semaines. L'idée c'est que ça s'achève dans le terme de l'opération de restructuration. Ou si ça n'est pas possible, on permet à l'agent de prolonger ce congé par un congé de formation professionnelle qui peut aller jusqu'à 3 ans. Donc, il y a quand même un large temps pour permettre le reclassement, on va dire, si le mot est un peu impropre, mais bon, de l'agent, sachant que l'agent est dans une situation où il est en position d'activité. Ça veut dire que pendant cette période de formation qui aura été accordée par l'administration, il conservera son traitement
et son indemnité de résidence, son supplément familial de traitement et 80% de son régime indemnitaire. Donc, en l'état, le fonctionnaire ne perd rien pendant cette période de formation. Évidemment, on n'a pas encore de recul sur les cas dans lesquels l'administration sera autorisée ou pas, au-delà des crédits limités, à refuser tel ou tel, ou à apprécier la pertinence de la demande de formation qui est présentée par l'agent. Et ce sera là certainement la difficulté qui va se poser. Alors le deuxième cas, c'est on a prévu des priorités de mutation et de détachement. Donc si à l'issue d'une restructuration, l'emploi de l'agent est supprimé, il a une priorité sur les emplois vacants qui correspondent à son grade dans le département ministériel dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative, et une priorité à défaut de mutation ou de détachement dans la région où est située sa résidence administrative, au sein d'autres départements ministériels ou d'autres établissements publics d'État. Là aussi, il a droit à un accompagnement personnalisé pour identifier ses opportunités, sachant qu'il y aura quand même une limite, parce qu'il est prévu qu'il y aura un quota de nombre d'emplois qui peuvent faire l'objet d'une mutation ou d'un détachement prioritaire par département ministériel. On n'a pas encore l'arrêté qui doit fixer le nombre d'emplois sur ce point. Le troisième élément prévu par les textes, c'est la possibilité élargie de mise à disposition d'un agent public dans le secteur privé, donc par dérogation aux dispositions notamment de l'article 42 de la loi du 11 janvier 1995. Le fonctionnaire peut être, dans ce cadre, mis à disposition d'un organisme ou d'une entreprise de droit privé pendant une durée maximum de 1 an. Et pendant cette durée de 1 an, sa rémunération pourrait être encore prise en charge de manière partielle par son administration d'origine. Donc l'idée, c'est de faire un basculement vers un emploi privé avec une espèce de large essai d'une période d'1 an pendant laquelle les deux employeurs se partagent la rémunération, ce qui peut être intéressant. Et enfin, le dernier cas, c'est, je vous avais évoqué tout à l'heure l'indemnité de départ volontaire, l'IDV, qui existait depuis 2008. Alors, dans le cas où on se trouve dans cette restructuration de service, on n'applique pas le dispositif que l'on a étudié de rupture conventionnelle. Le fonctionnaire n'est pas placé dans ce cadre. Par contre, il peut bénéficier de l'indemnité de départ volontaire. Et pour la rendre un peu plus attractive, on a ajouté dans le texte la possibilité de cumuler avec le droit d'allocation d'aide au retour à l'emploi, donc qui est un texte qui est ouvert aux fonctionnaires mais qui relève du Code du travail. L'idée, c'est d'inciter les fonctionnaires à quitter la fonction publique dans le cadre de ces restructurations qui touchent les services de l'État, mais qui touchent... Nous, on l'a vécu avant la loi, plutôt les grands établissements publics qu'on a regroupés en agences. Un exemple, c'était la NCT, qui a vécu cette restructuration juste avant les textes. Voilà. Alors, en parallèle, et un peu pour en terminer, il y a un point... qui est une espèce de contrepartie et qui est aussi un cliquet quelque part pour un peu faire sortir les agents, en contrepartie de l'instauration de la rupture conventionnelle, et notamment dans la fonction publique territoriale. La loi a prévu un durcissement de la situation des fonctionnaires qui sont momentanément privés d'emploi. Alors, dans la fonction publique territoriale, lorsqu'un agent est momentanément privé d'emploi, il est pris en charge par le centre de gestion ou par le Centre national de la fonction publique territoriale. Et il perçoit toujours sa rémunération, même s'il n'a plus son emploi. Et en fait, ce qu'a fait la loi du 6 août, c'est réduire la rémunération que le fonctionnaire perçoit dans ce cadre. Alors, l'idée, c'est que depuis la loi du 6 août, le fonctionnaire perçoit la première année, et non plus les 2 premières années, 100% de sa rémunération. Et après l'échéance d'une année, sa rémunération, elle est ensuite réduite non plus de 5% par année, mais de 10% par an.
et elle est supprimée. Et le plancher de 50% de la rémunération qui existait avant est supprimé. Donc l'idée, c'est que le fonctionnaire ait 1 an mis à disposition du centre de gestion avec sa rémunération à 100%, et après, ça décroît très vite. L'idée est de l'inciter soit à sortir, soit à accepter des postes. Voilà. Donc le durcissement budgétaire va en contrepartie de cette possibilité de bénéficier d'une rupture conventionnelle. Merci. Alors merci beaucoup Cathy. Effectivement, lorsque nous t'écoutons, enfin lorsque je t'écoute sur la rupture conventionnelle, je m'aperçois bien des liens particulièrement étroits avec le droit du travail. Et encore, on attend du contentieux qui pourrait encore nous rapprocher en fait du droit du travail. Quand j'entends également en fait la question de la réaffectation des personnels et de la formation des personnels, c'est un système qu'on connaît déjà aussi nous en partie dans la fonction. Enfin, ça relève, oui, de la fonction publique hospitalière pour les directeurs d'établissement, puisqu'en fait, ils ont un centre national de gestion également. Ils peuvent être placés en recherche d'affectation. Donc, comme tu l'as dit, pour d'autres dispositifs, comme pour la territoriale, c'est des dispositifs qui existaient, mais qui sont finalement réaménagés, on va dire généralisés, quelque part. Donc, merci beaucoup pour la précision de ton exposé, effectivement, et en plus tu as pu utiliser le temps imparti également à deux contributions, mais au moins c'est vraiment très complet et ça ouvre pas mal de perspectives de contentieux. Alors ce que je vous propose, c'est de vous laisser la parole et de profiter de quelques minutes pour poser des questions à Madame D'Agostino, et puis ensuite on fera une petite pause pour reprendre avec la dernière intervention de la matinée. Donc n'hésitez pas, le débat est ouvert. Très bien, ici on a une question. Merci. Vous avez dit tout à l'heure que la rupture conventionnelle devait être approuvée par l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Est-ce que cette règle s'applique aussi aux établissements publics de l'État ? Bonne question, parce qu'effectivement, on n'a pas de disposition dans les décrets là-dessus. Donc effectivement, sur la fonction publique territoriale, c'est une évidence au regard des règles générales. C'est les moins pour les établissements publics d'État. En tout cas, ce n'est pas une obligation du texte. Pour la fonction publique territoriale, elle ne découle que des autres obligations liées aux finances publiques. Autre question ? Bonjour. J'ai une question à propos de lorsque la rupture conventionnelle est à l'initiative du fonctionnaire de l'agent public, l'autorité compétente n'est pas obligée de motiver son avis, enfin son refus de faire droit à cette demande. Alors déjà, j'ai une question, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que c'est une décision administrative défavorable et pour laquelle l'administration serait obligée de justifier, de donner des raisons valables qui permettent de montrer que son refus est bien valable, et d'autre part, est-ce que finalement, si par exemple le fonctionnaire, l'agent public souhaite réellement partir, et qu'il y a un refus de l'autorité de faire droit à cette rupture conventionnelle, et qu'ensuite il propose une démission, que cette démission est acceptée, est-ce que le fonctionnaire, l'agent public, pourrait pas dire devant le juge, bon bah voilà, est-ce que j'aurais pas pu plutôt prétendre à avoir cette rupture conventionnelle parce qu'elle m'était plus favorable que la démission, notamment au regard des indemnités, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le principe, c'est que la rupture conventionnelle, c'est un droit pour personne. Ni pour l'agent, ni pour l'administration. Si effectivement, je ne pense pas que les juges rentreraient là-dedans, parce que si on rentre là-dedans, on met à plat le principe même de la rupture conventionnelle. Donc, c'est l'essence même de ce texte que de ne pas donner lieu à une décision administrative défavorable. Alors, je me dis peut-être des bêtises, peut-être qu'un juge viendra dire le contraire, mais si on raisonne comme ça, on n'est plus dans une rupture conventionnelle. C'est plus du tout l'objet, puisque sans être une transaction, ça doit être impérativement une procédure acceptée par les deux. Alors effectivement, si l'administration refuse le principe de la rupture conventionnelle, ne serait-ce que parce qu'elle estime que, au regard de ses impératifs budgétaires, ça va lui coûter trop cher, elle en a le droit.
Et je pense que c'est vraiment la philosophie même de ce texte. C'est comme ça que ça s'est toujours appliqué aussi en droit social. Bonjour. Est-ce que, à votre sens, la possibilité de recourir à une rupture conventionnelle empêche désormais de recourir à une transaction quand on n'entre pas dans, excusez-moi, quand on n'entre pas dans le champ d'application de la rupture conventionnelle? Alors pas du tout. Et pour tout vous dire, Pauline, qui n'est pas présente, mais qui a assisté aux entretiens de Bercy, a pu les entendre sur le sujet. Et bon nombre d'administrations disent qu'on continuera à se saisir largement de la transaction, puisque la transaction ferme la porte au contentieux. Et donc je pense que les administrations ont d'ores et déjà dit que dans la mesure où elles sauraient faire droit à la transaction, largement on y recourra par préférence à la rupture conventionnelle. Et du coup, le risque d'illégalité devant le juge, parce que même si l'administration continue d'y recourir, est-ce que pour autant le juge ne va pas considérer que c'est un détournement de la procédure ou autre et de dire, bon, non, parce qu'à partir du moment où on est dans une transaction, c'est tout, on ne saisit pas le juge. Un élu d'opposition, éventuellement, qui considère qu'on a donné une indemnité trop importante aux fonctionnaires ou autres, qui considérait que ça ne va pas dans le sens des finances publiques de la collectivité, qui conteste. Non, non, enfin oui, comme tu dis, Joanne, la transaction, elle est... non, parce que devant les collectivités, on a délibéré au Conseil municipal. Ouais. Donc le montant de la transaction, il est connu. On a très peu de cas, en fait, nous, contentieux. On a beaucoup de transactions, hein, parce que il vaut toujours mieux une bonne transaction qu'un long procès. En droit de la fonction publique, les délais sont encore parfois longs et bon, voilà, il faut vraiment... je ne suis pas sûre que le montant de la transaction lui-même puisse vraiment ouvrir à une appréciation du juge. De toute façon, l'organe délibérant de la collectivité ou les contraintes de finances publiques font souvent qu'il est rarement porté à un montant très excessif. Mais en tout cas, voilà, enfin, le retour qu'on a, nous, de nos clients, des administrations, c'est vraiment, on pense qu'on va continuer à transiger et la rupture conventionnelle, on en fera peut-être le moins possible parce qu'il y a ce risque de contentieux. Et sans doute, tant qu'on n'aura pas une jurisprudence assez carrée, voilà, on ira plutôt vers la transaction. Dernière question. Alors, pas de dernière question.